Elle n'est qu'un nom laissé sur de vieux papiers, a déclaré mon père devant le tribunal des successions. Sa voix était posée, répétée. Ma belle-mère a hoché la tête à ses côtés. Une erreur administrative datant d'il y a des années. Je n'ai pas réagi. Je ne les ai pas regardés. Je n'ai même pas scié. Puis le juge a marqué une pause, a levé les yeux du dossier et a posé une seule question à l'avocat de mon père. Maître, ignorez-vous vraiment qui elle est? Le stylo dans sa main s'est figé au milieu d'une phrase. La salle d'audience a sombré dans le silence et, pour la première fois ce matin-là, le visage de mon père a perdu ses couleurs. J'avais appris il y a longtemps que le silence met les gens mal à l'aise, surtout ceux qui s'attendent à de la peur, des larmes ou de la colère. Surtout ceux qui croient encore contrôler le récit. La salle d'audience des successions était plus petite que ce que la plupart des gens imaginent. Pas de balcon spectaculaire, pas de colonnes de marbre poli, juste des bancs en bois usés par des décennies de disputes familiales, des néons qui bourdonnaient faiblement, et une horloge au mur dont le tic-tac était assez fort pour rappeler à tout le monde que le temps avançait, qu'il soit prêt ou non. Mon père était assis à la table vernie à ma gauche. Il portait le même blazer bleu marine qu'il choisissait toujours pour les situations où il voulait paraître raisonnable et retenu. Le genre d'homme qui ne hausse pas la voix, ne claque pas les portes, ne fait pas de scène. Il laissait faire la paperasse. Ma belle-mère était assise à ses côtés, les mains soigneusement croisées sur un dossier en cuir qui contenait probablement des documents qu'elle avait organisés elle-même. Elle affichait ce sourire calme qu'elle réservait aux professionnels, aux banquiers, aux avocats, au clergé. Un sourire qui suggérait la coopération tout en insistant discrètement sur le contrôle. De l'autre côté de l'allée, mon avocat était assis, un stylo posé légèrement entre ses doigts, au-dessus d'un bloc-notes jaune. Il ne m'a pas regardé. Il n'en avait pas besoin. Nous nous étions déjà mis d'accord sur la manière dont cela commencerait. Je me tenais droite sur ma chaise, les épaules en arrière, les pieds à plat sur le sol, ni rigide, ni défensive, juste stable. De la façon dont on s'assoit quand on sait qu'on n'aura pas besoin de bouger rapidement. Le greffier a fini de lire l'intitulé de l'affaire, un litige concernant les modifications d'un patrimoine, une question de qualité de bénéficiaire, une contestation de mon lien juridique avec la femme décédée, figurant dans la fiducie familiale d'origine. L'avocat de mon père s'est levé le premier. Il était compétent, expérimenté, le genre d'avocat qui ne survend pas ses arguments parce qu'il croit que la loi est déjà de son côté. Monsieur le juge, a-t-il commencé, cette affaire concerne une révision de la fiducie familiale exécutée légalement il y a plusieurs années. La requérante, il a fait un bref geste dans ma direction, sans me regarder, est éloignée du foyer depuis une période significative. Elle ne participe pas aux affaires familiales et n'a pas maintenu de relations suivies avec la défunte avant son décès. Éloignée, ce mot sonnait toujours plus propre qu'abandonné. Mon père s'est penché légèrement en avant, signalant qu'il souhaitait parler. Le juge l'a autorisée. Elle ne fait plus partie de cette famille depuis longtemps, a dit mon père calmement. Elle est partie, a fait ses propres choix. Nous avons respecté cela. Mais ce qu'elle demande maintenant ne reflète pas la réalité. Puis, il a prononcé cette phrase, celle qu'il avait dû répéter. La phrase qui, selon lui, mettrait fin à la conversation. Elle n'est qu'un nom laissé sur de vieux papiers. Voilà. C'était net, efficace, presque élégant dans sa cruauté. Ma belle-mère n'a pas manqué son entrée. C'était simplement une erreur administrative, a-t-elle ajouté doucement. Quelque chose qui a été négligé lors de la mise à jour de la fiducie. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai senti l'air changer dans la pièce. Pas de manière spectaculaire, mais subtilement, comme la pression qui change avant une tempête. Je n'ai pas bougé. Je ne les ai pas regardés. Je n'en avais pas besoin. Le juge a écrit quelque chose. Il a tourné une page, il a ajusté ses lunettes, puis il a levé les yeux. Maître, a-t-il dit à l'avocat de mon père, d'un ton égal, presque conversationnel. Ignorez-vous vraiment qui elle est? Ce n'était pas fort. Ce n'était pas accusateur. C'était précis. L'avocat a hésité juste une fraction de seconde, mais dans une salle d'audience, les fractions de seconde comptent.
Je. Monsieur le juge, a-t-il dit prudemment. Le juge a soutenu son regard. Avant de poursuivre, je veux être clair. Êtes-vous en train de dire à ce tribunal que vous ne savez pas qui est la requérante? Le stylo de l'avocat planait inutilement au-dessus de son carnet. Le sourire de ma belle-mère s'est crispé. Mon père a tourné la tête un peu trop vite pour paraître décontracté. Je suis restée immobile. Le juge a jeté un nouveau coup d'œil au dossier. Nous y reviendrons, a-t-il dit. Pour l'instant, j'ordonne un examen probatoire complet des modifications de la fiducie, y compris les circonstances dans lesquelles le nom de la requérante a été supprimé. Il a frappé un coup de marteau. Pas fort, juste assez. L'audience est suspendue pour 15 minutes. Les gens se sont levés, les papiers ont bruissé, les conversations ont commencé dans un murmure bas et urgent. Mon père ne m'a pas adressé la parole en passant. Il n'en avait pas besoin. Il croyait avoir déjà dit tout ce qui importait. Il avait tort. Je n'avais pas prévu de revenir dans ce bâtiment. Pas pour ça. Quand j'étais plus jeune, j'imaginais des confrontations comme celle-ci se terminant par des cris ou des larmes, quelqu'un qui s'effondre, quelqu'un qui admet enfin sa faute. La réalité, je l'ai appris, fonctionne rarement ainsi. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience sentait vaguement le vieux café et le produit de nettoyage pour sol. Un distributeur automatique bourdonnait dans un coin. Quelque part plus loin, une autre famille se disputait à voix basse pour quelque chose d'aussi important pour elle. Mon avocat m'a enfin regardé. « Ça va » a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête une fois. « Ça va. » Il m'a étudié un instant, puis a fait un petit signe de tête en retour. « Bien, parce qu'ils viennent de surestimer leur position. » Je le savais déjà. Éloigné. Erreur administrative. Vieux papier. Ce n'étaient pas des arguments juridiques, c'étaient des récits. Et les récits s'effondrent dès que les faits sont admis dans la pièce. Je me suis appuyée contre le mur, croisant les bras sans serrer. Ma respiration restait régulière, contrôlée. Je m'étais entraînée à cela bien avant aujourd'hui, dans des endroits bien moins indulgents qu'un palais de justice. De l'autre côté du couloir, ma belle-mère parlait rapidement à l'avocat, la voix basse mais tranchante. Mon père se tenait légèrement à l'écart, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il avait l'air irrité, pas inquiet, agacé que le scénario ne se soit pas déroulé exactement comme prévu. Cela aussi allait changer. Je n'étais pas là pour me disputer pour de l'argent. Je n'étais pas là pour exiger des excuses. J'étais là parce qu'un document avait été altéré, et les documents comptent, surtout pour quelqu'un qui a passé sa vie à les respecter. La vérité était que mon absence de la famille n'avait jamais été un mystère. Elle était simplement devenue gênante. Après la mort de ma mère, la maison a changé. Doucement d'abord, puis d'un seul coup. De nouvelles règles, de nouvelles attentes, de nouveaux silences. Ma belle-mère avait été prudente. Elle n'a jamais dit qu'elle remplaçait qui que ce soit. Elle a juste réorganisé. Les photos ont disparu. Les histoires ont été raccourcies. Le nom de ma mère était de moins en moins prononcé, jusqu'à être totalement évité. J'ai appris très tôt qu'il y avait deux options dans cette maison: se conformer ou partir sans bruit. Alors je suis partie, pas par colère, pas par rébellion, mais avec détermination. Ce que mon père appelait un éloignement était en réalité une décision de vivre quelque part où l'on exigeait de la responsabilité plutôt que de l'obéissance. Quelque part où votre valeur n'était pas déterminée par la façon dont vous vous intégriez dans la version du passé de quelqu'un d'autre. Je ne le lui ai pas dit. Je ne me suis pas expliquée. Je ne me suis pas disputée. Je suis simplement allée là où les explications n'étaient pas nécessaires. Au fil des ans, les lettres sont restées sans réponse. Les appels sont devenus rares. Finalement, tout contact a cessé. Et puis, après le décès de ma mère, les papiers ont changé. Je ne l'ai pas appris tout de suite. Ces choses-là se déplacent discrètement à travers les bureaux, les signatures et les formulaires classés dans les registres du comté. Personne ne vous appelle pour vous dire que votre nom a été retiré. Vous ne l'apprenez que lorsque quelqu'un décide que vous ne devriez plus exister.
Quand la suspension d'audience a pris fin, nous sommes retournés dans la salle. Le juge s'est rassis, les mains croisées, l'expression indéchiffrable. Nous reprenons, a-t-il dit. Mon avocat s'est levé. Monsieur le juge, a-t-il dit. Avant que le tribunal n'accepte la qualification offerte par la partie adverse, nous demandons l'opportunité d'établir l'identité et la qualité de la requérante au procès-verbal. Le juge a hoché la tête une fois. Procédez. L'avocat de mon père a commencé à objecter, puis s'est arrêté. Il a jeté un coup d'œil à son client. Ma belle-mère a secoué la tête de manière presque imperceptible. Il n'avait rien à gagner à l'empêcher. Il croyait encore que c'était une question de procédure, que ce qui allait être dit ne changerait pas l'issue. Je les observais attentivement, sans colère, avec recul. Les gens révèlent beaucoup de choses quand ils pensent être en sécurité. Mon avocat s'est tourné légèrement vers moi. Madame Walker, a-t-il dit d'un ton égal, pourriez-vous décliner votre nom complet pour le procès-verbal? Je l'ai fait. Le son de ma voix, clair et sans hésitation, a semblé résonner plus longtemps que prévu. Et votre lien avec la défunte? C'était ma mère. La mâchoire de mon père s'est contractée. Le juge a de nouveau baissé les yeux vers le dossier. Madame Walker. Il a ajouté que le tribunal devrait examiner plusieurs documents avant de prendre une décision. Cela pourrait prendre du temps. Je comprends, monsieur le juge. Ma voix n'a pas tremblé. Elle n'en avait pas besoin. Le juge m'a étudié pendant une autre seconde. Pas méchamment, pas avec suspicion, avec curiosité. Très bien, a-t-il dit. Nous levons la séance pour aujourd'hui. Les avocats soumettront tous les documents demandés d'ici la fin de la semaine. Le marteau est retombé, cette fois plus fort. Alors que les gens sortaient, mon père s'est arrêté près de moi. Un instant, j'ai cru qu'il allait parler. Au lieu de cela, il a fait un signe de tête sec, contrôlé, comme s'il saluait une étrangère. J'ai rendu le salut. Le couloir les a rapidement engloutis. Mon avocat a rassemblé ses papiers. Cela s'est passé exactement comme je l'espérais, a-t-il dit doucement. J'ai expiré lentement. Ce n'est que le début, ai-je dit. Il a esquissé un léger sourire. Je sais. Moi aussi. Parce que le silence n'était pas une faiblesse. C'était de la discipline. Et dans cette affaire, cette famille allait apprendre la différence. Je n'ai pas grandi en rêvant d'uniforme ou de grade. J'ai grandi en apprenant qu'en ne pas parler. Dans la maison de mon père, le silence n'était pas la paix. C'était la soumission. On apprenait vite quelles questions refroidissèrent les pièces, quels souvenirs écourtaient les conversations. Après la mort de ma mère, son nom est devenu l'une de ces choses. Pas interdit, juste inutile, comme si le prononcer ne servait plus aucun but pratique. Ma belle-mère n'a jamais dit qu'elle voulait que je parte. Elle n'en avait pas besoin. Elle a réorganisé la maison comme elle réorganisait la paperasse, méthodiquement, poliment, d'une voix douce et d'une main ferme. Les tiroirs ont changé, les photos ont disparu. Les traditions se sont adaptées par souci de simplicité. Au moment où je suis partie, mon absence ressemblait à une correction. Je ne l'ai pas annoncée. Je n'ai ni menacé, ni accusé. J'ai fait un seul sac, j'ai laissé un mot disant que j'appellerais, et je suis partie avant l'aube. Mon père ne m'a pas arrêtée. Il se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés, regardant comme si cela avait toujours été inévitable. Plus tard, il dirait que c'était mon choix. Il n'a jamais appelé cela pour ce que c'était réellement, un refus d'être effacé lentement. L'endroit où je suis allée ensuite ne m'a pas interrogée sur mon histoire familiale. Il ne se souciait pas de savoir qui étaient mes parents ou ce qui était resté non dit au repas de famille. Il se souciait de savoir si je pouvais écouter, apprendre et garder mon sang-froid quand les choses devenaient inconfortables. Les premières semaines ont été un choc pour le système. Des réveils matinaux, des règles claires, des conséquences immédiates et justes. Pas d'agression passive, pas de punition sournoise. Si vous échouiez, vous saviez pourquoi. Si vous réussissiez, c'était consigné. J'ai vite appris que la discipline n'était pas une question de dureté.
C'était une question de précision. Je n'ai pas excellé parce que j'étais en colère. J'ai excellé parce que j'étais attentive. J'ai appris les modèles. J'ai respecté la structure. J'ai compris que les systèmes, lorsqu'ils étaient honnêtes, pouvaient être dignes de confiance. C'était nouveau pour moi. Les lettres à la maison restaient sans réponse. Au début, j'ai supposé que le moment était mal choisi. Puis j'ai réalisé que le silence avait simplement été choisi à nouveau. Cette fois, à l'autre bout. Les fêtes passaient, les anniversaires, les années. J'ai cessé d'attendre quoi que ce soit en retour. Ce que j'ai gagné à la place, c'est quelque chose que mon père ne m'a jamais donné. Un sentiment d'appartenance qui ne pouvait pas être révoqué par le malaise de quelqu'un d'autre. À la fin de mon service, je ne suis pas rentrée. Il n'y avait rien là-bas qui nécessitait ma présence. La maison s'était adaptée sans moi. Le récit avait déjà été écrit. Je restais occupée, je restais responsable. Je restais invisible pour les gens qui préféraient qu'il en soit ainsi. Et puis ma mère est morte. Personne ne m'a appelée quand elle est tombée malade. Personne ne m'a demandé de rentrer. Je l'ai appris comme on l'apprend souvent aujourd'hui, tard, indirectement, par un message qui supposait que quelqu'un d'autre me l'avait déjà dit. Les funérailles étaient simples, efficaces, sobres. Ma belle-mère se tenait à l'avant, digne, recevant les condoléances comme si elle les avait répétées. Mon père était assis au premier rang, les mains croisées, le regard droit devant lui. Il n'y avait pas de siège vide réservé pour moi. J'ai regardé de l'arrière. Personne n'a semblé surpris de me voir. Cela, plus que tout, m'a dit depuis combien de temps j'avais été effacée. Je ne suis pas restée longtemps. J'ai rendu mes hommages discrètement et je suis partie sans parler. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était de l'analyse. Le chagrin brouille le jugement. J'avais appris à ne pas prendre de décision sous pression. J'attendrai. Des mois plus tard, les documents ont fait surface. Ce n'était pas spectaculaire. Pas de lettres tamponnées, urgent. Pas de confrontation. Juste un avis transféré à une ancienne adresse, puis réexpédié. Un résumé des modifications de la fiducie déposée des années plus tôt. Propre, légal en apparence. Mon nom manquait, pas barré, pas contesté, simplement absent. Il y avait une phrase expliquant le changement. Un langage neutre, sans accusation, sans justification. Révision administrative. Je l'ai lu 2 fois, puis encore une fois. Cela n'a pas fait mal de la façon dont je m'y attendais. C'était familier. La même suppression silencieuse, la même insistance sur le fait que l'absence ne nécessitait pas d'explication. J'ai refermé le dossier et je suis restée assise avec lui pendant un long moment. Ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'avait jamais été. C'était à propos de quelque chose de beaucoup plus vieux et de plus dangereux. La croyance que l'on peut effacer une personne si on le fait assez proprement. La première personne que j'ai appelée n'était pas un avocat. C'était quelqu'un qui s'y connaissait en archives. Nous avons parlé brièvement, professionnellement. « Pouvez-vous me donner une chronologie ?» ai-je demandé. « Je peux », m'a-t-on répondu. « Mais vous n'aimerez peut-être pas ce que vous allez trouver. »« Je n'ai pas besoin d'aimer ça », ai-je répliqué. « J'ai besoin de comprendre. » Ce qui m'est revenu était exactement ce à quoi je m'attendais, et pire encore. Les modifications ont commencé peu après le déclin de la santé de ma mère. De petits changements au début, des glissements sémantiques, des ajustements qui semblaient raisonnables isolément. Au fil du temps, ils se sont accumulés pour devenir quelque chose de définitif. Une version propre de l'histoire familiale. Une version sans moi, une version sans elle. Je n'ai affronté personne. Je n'ai pas envoyé d'email ni passé d'appel pour demander pourquoi. Je n'avais pas besoin d'explications de la part de gens qui croyaient que la paperasse suffisait à régler les questions morales. J'ai commencé à constituer mon propre dossier. Quand mon avocat et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, il m'a posé une question avant toute chose. « Qu'essayez-vous d'accomplir ?» J'y ai réfléchi attentivement. « Je veux que le dossier soit corrigé », ai-je dit. Il a haussé un sourcil. « Pas de compensation, pas de vengeance ?»« Justesse », ai-je répondu. Cela a immédiatement changé le ton.
Nous n'avons pas parlé de préjudice émotionnel. Nous avons parlé de chronologie, de signature, de qui avait qualité pour effectuer quel changement et quand. Nous avons parlé d'intention. Nous avons parlé de silence. Il a écouté sans m'interrompre, puis a hoché la tête une fois. Bien, a-t-il dit, parce que ce n'est pas une bagarre, c'est un audit. Dans les semaines précédant l'audience suivante, j'ai gardé ma routine. Réveil matinaux, entraînement physique, préparation calme. J'ai examiné les documents comme j'avais examiné des briefings opérationnels dans une autre vie, ligne par ligne, notant ce qui était présent et ce qui était manifestement absent. Des schémas ont émergé. Ma belle-mère apparaissait partout dans la paperasse, comme témoin, comme facilitatrice, comme interprète de l'intention. Mon père apparaissait moins souvent que prévu. Cela comptait. Je n'ai pas spéculé sur les motifs. Je n'en avais pas besoin. Les documents racontent leur propre histoire si on les laisse faire. J'ai remarqué des dates qui coïncidaient avec des moments où ma mère ne pouvait plus parler pour elle-même. J'ai remarqué des formulations qui suggéraient une urgence, là où il n'en existait aucune auparavant. Surtout, j'ai remarqué à quel point le mot « famille » apparaissait souvent sans définition. La famille, dans ces documents, était un concept, pas une liste. C'était une erreur. L'audience suivante est arrivée rapidement. Mon père semblait plus alerte cette fois, plus prudent. Il avait lu quelque chose, compris quelque chose. Ma belle-mère était toujours calme, toujours impeccable, mais ses mains restaient sur son dossier plus longtemps que nécessaire. J'ai pris place et j'ai attendu. L'avocat adverse a répété les mêmes thèmes avec de légers ajustements. Éloignement, absence, choix. Quand mon avocat s'est levé, il n'a pas argumenté. Il a posé des questions. Qui a initié la modification? Qui a rédigé le texte? Qui l'a revu avec la défunte? Chaque réponse réduisait le champ d'action. Le juge écoutait attentivement. À la fin de la séance, il s'est penché légèrement en avant. Ce tribunal aura besoin de clarifications supplémentaires concernant l'intention et la représentation, a-t-il déclaré. Les avocats soumettront une documentation complémentaire. Il a marqué une pause, et la requérante restera reconnue comme partie intéressée en attente d'examen. Mon père a expiré brusquement. Ce n'était pas une défaite, mais ce n'était pas une victoire non plus. C'était quelque chose de pire, l'incertitude. Ce soir-là, j'étais assise seule dans mon appartement, des documents étalés sur la table. La ville dehors était calme, tardive, indifférente aux drames familiaux. J'ai pensé à ma mère, à la façon dont elle insistait sur le fait que les noms comptaient, que les dossiers comptaient, que le fait d'être inscrite signifiait qu'on se souvenait de vous. Elle aurait détesté ce qu'ils avaient fait. J'ai fermé le dossier et empilé les papiers avec soin. Ils croyaient qu'il s'agissait d'héritage. Ils croyaient que je finirais par me disputer, supplier ou disparaître à nouveau. Ils n'avaient pas compris ce que j'avais appris. Que le silence, lorsqu'il est utilisé correctement, force les autres à remplir l'espace. Et quand ils le font, ils révèlent tout. La veille de la date limite du prochain dépôt, mon avocat a appelé. « Nous avons trouvé quelque chose », a-t-il dit. « Quelque chose de nouveau ?»« Quelque chose d'ancien », a-t-il répondu, et de très spécifique. J'ai fermé les yeux brièvement. « Est-ce que cela comptera ?»« Oui », a-t-il dit, mais pas de la manière dont ils s'y attendent. J'ai raccroché et je suis restée immobile un long moment. Ce n'était pas la fin. Ce n'était même pas le tournant. C'était l'instant avant que l'élan ne change de camp, et j'étais prête. Le soir où mon avocat a appelé, je ne lui ai pas demandé d'explication par téléphone. Je lui ai demandé de m'envoyer le document par email et de me laisser du temps. Le silence, j'en avais fait l'expérience, fonctionne mieux quand on le laisse agir. Le dossier est arrivé à 23h42. Une copie scannée d'une lettre manuscrite, jaunie sur les bords, pliée une fois au centre. L'écriture de ma mère était reconnaissable entre toutes, soignée, légèrement penchée, précise sans être rigide. La lettre n'avait rien de spectaculaire. Elle n'était pas sentimentale. Elle était pratique. C'était aussi son genre. Elle l'avait écrite des années plus tôt, peu après la finalisation de la fiducie originale. Une lettre d'intention. Pas un testament, pas un codicille.
Une déclaration claire et directe sur ses souhaits, au cas où elle deviendrait incapable de se défendre elle-même. Elle me nommait, pas de manière émotionnelle, mais légale, comme sa fille, comme quelqu'un dont la place dans le registre familial ne devait être modifiée ni par commodité, ni par malaise. Elle l'avait signé, daté, et en avait déposé une copie auprès du même bureau du comté qui détenait la fiducie. Elle n'avait jamais été mentionnée dans aucune modification. Je l'ai lue une fois, puis une seconde fois. Je n'ai pas ressenti de soulagement. J'ai ressenti une forme d'alignement. Ce sentiment tranquille que l'on éprouve quand une chose que l'on soupçonnait finit par se confirmer. Il n'avait pas seulement supprimé mon nom, il l'avait contourné. Le lendemain matin, j'ai repris ma routine. Entraînement physique, café, une courte promenade avant que la ville ne s'éveille. J'ai gardé mon téléphone en mode silencieux. Quand on se prépare pour quelque chose d'important, on ne se précipite pas. On resserre les processus. On vérifie les hypothèses. On ne laisse rien au hasard. Mon avocat et moi nous sommes rencontrés plus tard dans la journée, dans son bureau. Pas de drame, pas de félicitations. Cela ne gagne pas l'affaire tout seul, a-t-il dit en tapotant le dossier. Mais cela la recadre. Comment? Ai-je demandé. Cela déplace l'intention, a-t-il répondu. De l'oubli vers l'évitement. C'était le mot que j'attendais. L'évitement n'était pas neutre. C'était délibéré. Nous avons planifié la phase suivante avec soin, de manière stratégique et non émotionnelle. Nous ne prévoyons pas de présenter la lettre immédiatement. Pas encore. Le timing comptait. La pression comptait. Au lieu de cela, nous nous sommes concentrés sur l'exposition des incohérences, de petites incohérences, de celles qui s'accumulent discrètement jusqu'à ce que l'histoire s'effondre sous son propre poids. Dans les semaines qui ont suivi, le camp de mon père est devenu plus actif. Des emails, des requêtes, des dépôts complémentaires qui ne clarifiaient rien tout en essayant de paraître exhaustifs. Chaque document introduisait un nouveau langage, de nouvelles explications. Aucun d'entre eux ne mentionnait la lettre. Aucun d'entre eux n'abordait l'écart entre les dates de révision et le déclin de la santé de ma mère. Aucun d'entre eux n'expliquait pourquoi les changements avaient été acheminés par l'avocat de ma belle-mère plutôt que par une partie neutre. Je n'ai pas répondu publiquement. En privé, je continuais à construire. J'ai demandé des copies certifiées de tout. J'ai suivi les eurodatages. J'ai croisé les références des notaires et des témoins. J'ai appris quels bureaux étaient rapides et lesquels demandèrent de la patience. J'ai traité cela comme je traitais les opérations complexes, décomposées en morceaux, puis réassemblées d'une manière qui dise la vérité. Les gens comprennent mal le silence. Ils pensent que c'est de la peur ou de l'indécision. Ils supposent que si vous ne parlez pas, vous ne pensez pas. D'après mon expérience, le silence est l'endroit où la pensée se produit. Au moment où la troisième audience a été fixée, l'atmosphère avait changé. Le juge posait des questions plus pointues. Il interrompait plus fréquemment les avocats. Il demandait des clarifications qui n'étaient pas nécessaires auparavant. Ma belle-mère souriait toujours, mais cela n'atteignait plus ses yeux. Sa confiance reposait sur l'hypothèse que tout ce qui était important avait déjà été dit. Mon père parlait moins. Quand il le faisait, il choisissait ses mots avec précaution, comme s'il craignait qu'une seule phrase ne puisse défaire tout le reste. Il commençait à sentir du mouvement sous la surface. Il ne savait juste pas par où cela allait percer. Un après-midi, alors que je quittais le bureau de mon avocat, mon père m'a appelé. C'était la première fois qu'il me contactait directement depuis le début de l'affaire. J'ai laissé sonner une fois, puis j'ai répondu. « Nous n'avons pas besoin de faire ça », a-t-il dit sans préambule. « Nous pouvons régler cela en privé. »« Régler quoi ?» ai-je demandé. Il a hésité. « Le malentendu. » Je n'ai rien dit. « C'est devenu plus compliqué que ça ne devrait l'être », a-t-il continué. Les gens posent des questions. « Ils devraient », ai-je répondu. Une pause, plus longue cette fois. « Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-il demandé. C'était la mauvaise question. « Je veux que le dossier soit exact », ai-je dit. C'est tout.
Il a expiré bruyamment. Tu sais que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Je sais, ai-je dit calmement. C'est pour ça que nous sommes au tribunal. Il n'a pas répondu. Quand il a repris la parole, sa voix avait perdu de sa superbe. Ta mère n'aurait pas voulu cela. J'ai fermé les yeux un court instant. Tu n'as pas à parler pour elle, ai-je dit. Tu as renoncé à ce droit. La ligne a été coupée. Ce soir-là, j'étais assise à ma table de cuisine avec la lettre à mes côtés. Je ne l'ai pas touchée. Je n'en avais pas besoin. Il n'était pas question de justification. Il ne s'agissait pas de forcer qui que ce soit à admettre sa culpabilité. C'était une question de contrôle. Il croyait que le contrôle venait du fait de façonner les récits assez discrètement pour que personne ne s'en aperçoive, de supprimer des gens sans jamais prononcer leur nom. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la discipline. J'avais appris à attendre, à écouter, à n'agir que lorsque le moment était venu, et ce moment approchait. À l'audience suivante, l'avocat adverse a tenté de changer de stratégie. Au lieu d'argumenter sur l'éloignement, il s'est concentré sur la pertinence. Même si la requérante croit qu'il y a eu des irrégularités, a-t-il dit, rien ne suggère une intention malveillante. Le juge s'est redressé sur son siège. L'intention est rarement annoncée, a-t-il dit. Elle se déduit. Mon avocat s'est levé. Monsieur le juge, a-t-il dit, nous sommes d'accord, et nous pensons que le tribunal est maintenant en mesure d'évaluer cette déduction. Il a présenté une petite pile de documents. Rien de spectaculaire, pas de révélations grandioses, juste des faits, des chronologies, des manques, des schémas. Le juge les a étudiés attentivement. Nous nous réunirons à nouveau pour une séance probatoire finale, a-t-il annoncé. À ce moment-là, le tribunal attend la divulgation complète de tout document pertinent concernant l'intention de la défunte. Le sourire de ma belle-mère s'est totalement évaporé. À la sortie de la salle, mon avocat s'est tourné vers moi. Ils sont coincés, a-t-il dit. Ils ne le savent pas encore, mais ils le sont. J'ai hoché la tête. Ils pensent toujours que c'est une affaire d'argent, ai-je dit. Il a esquissé un sourire. C'est souvent le cas. Je suis sortie sous le soleil de la fin d'après-midi, sentant le poids se déplacer, sans disparaître, juste changer de place. Ce n'était pas la victoire, c'était l'inéluctabilité. Ils avaient supprimé mon nom parce qu'ils croyaient que les noms ne comptaient que sur le papier. Ils allaient apprendre ce qui arrive quand le papier a une meilleure mémoire que les hommes. L'audience finale a été fixée au mois suivant. En attendant, j'ai patienté, ni passivement, ni anxieusement. Avec intention. Parce que le silence, quand il est choisi délibérément, n'est pas une absence. C'est une préparation. Et une préparation bien faite ne laisse aucune issue de secours. L'audience probatoire finale a commencé sans cérémonie. Pas de voix forte, pas d'entrée théâtrale, juste le rythme lent et délibéré d'un tribunal se préparant à décider de ce qui resterait au dossier et de ce qui serait corrigé. J'ai pris place de la même manière que toutes les fois précédentes, le dos droit, présente. Cette posture n'était pas une performance, c'était une habitude. Quand on a passé des années à s'entraîner pour rester calme pendant que les autres perdent le contrôle, votre corps s'en souvient même quand votre esprit est ailleurs. Mon père était assis à 2 sièges de ma belle-mère. Cette distance était nouvelle, subtile, mais révélatrice. Elle se penchait vers son avocat, lui chuchotant avec une urgence tranchante qu'elle ne prenait plus la peine de cacher. Il hochait la tête, bien que ses yeux restent fixés sur le juge. Le juge est entré. La salle s'est levée. La salle s'est rassise. « Maître, a-t-il dit en balayant l'assemblée du regard, nous sommes ici pour conclure cette affaire. J'attends de la clarté aujourd'hui. » Personne n'a objecté. L'avocat de mon père s'est levé le premier. Il parlait avec précaution maintenant, moins confiant, moins théâtral. « Monsieur le juge, a-t-il dit, nous maintenons que les modifications de la fiducie étaient légales et que toutes les omissions étaient de nature administrative. Il n'y avait aucune intention de dénaturer les faits. » Le juge a levé la main, pas brusquement, mais avec précision. « J'ai examiné les documents déposés, a-t-il déclaré.
Vous pouvez poursuivre, mais comprenez bien ceci. Ce tribunal ne se soucie plus de l'apparence formelle de ses actes. Nous nous soucions de ce qui était connu, au moment où cela l'était, et par qui. L'avocat a hoché la tête, a dégluti et a continué. Il a parlé de processus, de délégation, de malentendus, il évitait les noms. Quand il a fini, le juge s'est tourné vers mon avocat. « À vous, maître !» Mon avocat s'est levé. « Nous appelons Madame Walker à la barre », a-t-il dit. Je me suis levée. Le trajet jusqu'à la barre m'a semblé familier. Pas parce que je l'avais déjà fait, mais parce que j'étais entrée dans des pièces comme celle-ci de nombreuses fois dans ma vie. Des pièces où les mots entraînaient des conséquences et où la prestance comptait. J'ai prêté serment. Mon avocat a commencé par les bases. Nom, âge, lien avec la défunte. Puis, il a marqué une pause. « Madame Walker », a-t-il dit d'un ton calme. « Pouvez-vous décrire brièvement votre parcours professionnel ?» C'était là. Le point de bascule. Je n'ai pas précipité ma réponse. « Je sers dans l'armée des États-Unis », ai-je dit. C'est le cas depuis plus de 2 décennies. Quelques têtes se sont tournées. Pas celle de mon père. « Et votre poste actuel ?» J'occupe un rang d'officier supérieur, ai-je répondu. Avec des responsabilités de commandement. L'atmosphère a changé. Pas de manière bruyante, pas de manière visible, mais de manière indéniable. Le juge s'est penché légèrement en avant. Le greffier a arrêté de taper pendant une demi-seconde. L'avocat de ma belle-mère a jeté un coup d'œil à ses notes, puis a relevé les yeux comme s'il recalibrait sa stratégie. Mon père s'est enfin tourné vers moi. J'ai gardé le regard droit devant moi. Mon avocat n'a pas insisté. Il n'a pas listé les décorations ou les déploiements. Il n'en avait pas besoin. Il a simplement établi que mon absence de la vie familiale n'avait pas été une dérive vers le néant. C'était un service. « Madame Walker », a-t-il poursuivi, « êtes-vous familière avec les normes de tenue des registres ?»« Oui », ai-je dit, de manière approfondie. « Et l'importance de l'exactitude ?»« Oui. » Il a hoché la tête. « J'aimerais présenter la pièce C. » Le greffier a pris le document, le juge l'a examiné. « Est-ce la lettre que vous avez identifiée plus tôt ?» a demandé mon avocat. « C'est elle, » ai-je dit. « Pouvez-vous expliquer son but ?»« C'est une lettre d'intention, » ai-je répondu. « Écrite par ma mère, déposée au comté. Elle définit ses souhaits concernant sa succession et ma qualité de fille, au cas où elle ne serait plus en mesure de se défendre. » L'avocat de mon père s'est levé. « Objection. Ce document n'a pas été incorporé à la fiducie. »« Reçu en partie, » a dit le juge calmement, « mais le tribunal entendra le témoignage concernant son existence et sa pertinence quant à l'intention. » Il s'est tourné vers moi. « Poursuivez. » J'ai expliqué comment la lettre avait été écrite, quand elle avait été déposée, où elle avait été conservée, comment elle était restée intacte à travers de multiples révisions de la fiducie. Je n'ai pas spéculé. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement exposé les faits. Quand mon avocat a eu fini, le conseil de mon père s'est approché pour le contre-interrogatoire. Il a hésité avant de parler. « Madame Walker, » a-t-il dit, « vous avez décrit une carrière exigeante, une carrière qui demande de la distance, du temps loin de chez soi. »« Oui, » ai-je dit. « Et pendant ce temps, vous avez eu des contacts limités avec votre famille ?»« C'est exact. » « Il serait donc juste de dire que votre relation avec le foyer était minimale ? » ?»« Non, » ai-je dit. « Il serait exact de dire qu'elle était à sens unique. » Un murmure a parcouru la salle. Le juge n'a pas réagi. L'avocat a changé de position. « Vous n'assistiez pas aux fêtes de famille. Vous n'étiez pas présente pour la vie quotidienne. »« Je servais mon pays, » ai-je répondu. « Ces deux choses ne sont pas mutuellement exclusives. » Il a tenté à nouveau. « N'est-il pas possible que votre mère ait eu l'intention de réviser sa succession à la lumière de votre absence ?»« Non, » ai-je dit. « Parce qu'elle ne l'a pas fait. »« Comment pouvez-vous en être sûr ?»« Parce qu'elle l'a écrit, » ai-je dit calmement. Silence.
L'avocat a hoché la tête avec raideur et a regagné sa place. Le juge a regardé mon père. Monsieur Walker, a-t-il dit, vous pouvez témoigner. Mon père s'est levé lentement. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, plus petit. Il a parlé de chagrin, de confusion, de confiance envers les professionnels. Il a totalement évité de prononcer mon nom. Puis le juge lui a posé une question. Quand ces modifications ont été faites, a-t-il dit, avez-vous informé votre avocat de l'existence de la lettre d'intention de votre défunte épouse? Mon père a hésité. Je ne m'en souviens pas, a-t-il dit. Le juge a attendu. Ce n'est pas une réponse, a-t-il dit doucement. Ma belle-mère s'est penchée en avant. J'ai géré la majeure partie de la paperasse, a-t-elle dit rapidement. Mon mari avait beaucoup de choses à gérer à ce moment-là. Le juge l'a regardé. Étiez-vous au courant de l'existence de cette lettre? Elle a eu un mince sourire. Je ne pense pas qu'elle était pertinente. Le juge a hoché la tête lentement. Je vois. Il s'est tourné vers le dossier, a tourné une page, puis une autre. Que le procès-verbal indique, a-t-il dit, que le tribunal constate des omissions significatives dans la divulgation de documents portant directement sur l'intention de la défunte. Il a levé les yeux. Et que le procès-verbal indique également que l'absence de la requérante du foyer ne constitue pas un abandon, et qu'elle n'annule pas son identité légale. Les épaules de mon père se sont affaissées. Le juge a poursuivi. Ce tribunal reconnaît également le service de la requérante envers ce pays comme une question de notoriété publique. Il a marqué une pause. Un service qui exigeait des sacrifices, pas un effacement. Les mots ont frappé fort. Les mains de ma belle-mère tremblaient sur la table. Le juge a fermé le dossier. Je suis prêt à rendre ma décision. La salle a retenu son souffle. Madame Walker, ce tribunal vous reconnaît comme la fille légale de la défunte, avec pleine qualité d'agir en vertu de la fiducie originale. Mon père a fermé les yeux. Les modifications supprimant votre nom sont par les présentes annulées en attente de mesures correctives. La succession sera restructurée pour refléter l'intention documentée de la défunte. Il a frappé un coup de marteau. Ce tribunal n'efface pas les gens, il corrige les dossiers. C'était tout. Pas d'applaudissements, pas de confrontation, juste la vérité dite à voix haute, là où elle ne pouvait plus être niée. Alors que la salle se vidait, mon père est resté assis. Ma belle-mère s'est levée rapidement, ramassant ses affaires, le regard fixe devant elle. Je suis descendue de la barre et suis passée devant eux. Mon père a levé les yeux. Un instant, il a semblé qu'il allait parler. Puis, il ne l'a pas fait. Et cela suffisait. Parce que certains silences ne cachent pas la vérité. Il la confirme. Le palais de justice s'est vidé comme il le fait toujours, lentement, calmement, sans cérémonie. Personne ne fait la fête à la sortie d'un tribunal des successions. Il n'y a pas de cris de joie ou de sortie théâtrale. Juste des gens qui reprennent le cours de leur vie, emportant des documents au lieu de verdict, des décisions au lieu d'un apaisement définitif. Je suis restée un moment en bas des marches du tribunal, laissant l'air de la fin d'après-midi se poser sur ma peau. C'était différent maintenant. Pas plus léger, juste plus clair, comme un système de pression qui s'était enfin déplacé. Mon avocat m'a rejointe, ajustant son manteau. « C'est fait », a-t-il dit. « Oui », ai-je répondu. « C'est fait ». Il m'a étudié attentivement, puis a souri légèrement. La plupart des gens sortent d'ici en colère ou soulagés. Vous, vous avez l'air stable. Je le suis, ai-je dit, et je le pensais. Il a hésité. Il y a encore une chose dont nous devrions discuter. Je sais, ai-je dit, la répartition. Nous avons marché sur une courte distance jusqu'à un banc sous un arbre sans feuilles. Il s'est assis. Je suis restée debout. Le tribunal a rétabli tous vos droits, a-t-il dit. Cela vous donne des options. J'en suis consciente. Il a attendu. Je voyais qu'il essayait de deviner mon prochain mouvement. Je ne veux pas tout défaire, ai-je finalement dit. Juste ce qui était faux.
Il a hoché la tête lentement. C'est inhabituel. Je le suis aussi, ai-je dit sans arrogance, juste comme un fait. Les formalités finales ont pris des semaines. Cette partie-là ne fait jamais de bonnes histoires. Des signatures, des vérifications, des corrections silencieuses faites dans des bureaux qui ne demandent jamais pourquoi. La succession a été restructurée. Mon nom a été rétabli là où il avait été supprimé. Les intentions de ma mère ont été honorées dans la langue qu'elle avait choisie. J'ai accepté ce qui me revenait de droit, et rien de plus. Certains s'attendaient à de la colère, s'attendaient à ce que j'exige des conséquences au-delà du jugement, s'attendaient à ce que je pratique la politique de la terre brûlée, maintenant que j'en avais la chance. Mais la terre brûlée ne laisse rien sur quoi se tenir debout. J'étais revenu pour la justesse, pas pour la destruction. Mon père m'a appelé 2 semaines plus tard. J'ai failli ne pas répondre. Mais le commandement vous apprend une chose très tôt. L'apaisement n'arrive pas toujours selon vos propres termes. Parfois, il arrive discrètement, et si vous ne le reconnaissez pas, il s'envenime. Je ne savais pas que les choses étaient allées aussi loin, a-t-il dit. Ce n'étaient pas des excuses. Pas vraiment. Je sais, ai-je répondu. Une pause. Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin? Ce n'est pas moi qui ai commencé, ai-je dit. Je l'ai arrêté là où il devait l'être. Une autre pause, plus longue cette fois. J'aurais dû protéger le dossier, a-t-il dit doucement. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Nous n'avons pas parlé de pardon, nous n'avons pas parlé de reconstruire quoi que ce soit. Certaines choses ne se reconstruisent pas, elles se stabilisent. Avant de raccrocher, il a dit une dernière chose. Ta mère serait fière. J'ai laissé la phrase résonner. Je sais, ai-je dit. Et je le savais. 1 mois plus tard, j'ai finalisé les papiers pour la bourse d'études. Ce n'était pas énorme. Ce n'était pas tape à l'œil. Juste assez pour que ça compte. Un petit fonds établi au nom de ma mère pour les femmes, poursuivant des carrières dans le service public, le droit, la médecine ou les interventions d'urgence. Des domaines où la responsabilité l'emporte sur la reconnaissance. Pas de communiqué de presse, pas de cérémonie, juste un acte officiel. J'ai également versé une partie de la succession à un programme local de soutien aux vétérans, le genre de programme qui aide en toute discrétion. Aide au logement, placement professionnel, conseils psychologiques, des gens qui comprennent que le service ne s'arrête pas quand on retire l'uniforme. Cela me semblait juste. Par une soirée calme peu après, je suis rentrée dans mon appartement et j'ai ouvert une boîte que je n'avais pas touchée depuis des années. À l'intérieur se trouvaient quelques objets que j'avais gardés de mon enfance. De vieilles photos, des bulletins scolaires, un bracelet que ma mère m'avait offert quand j'étais plus jeune. Tout au fond se trouvait une copie de la lettre qu'elle avait écrite, celle qui avait failli être effacée. Je l'ai lue une fois de plus. Pas parce que j'avais besoin d'être rassurée, mais parce qu'elle me rappelait pourquoi j'étais restée disciplinée quand il aurait été plus facile d'exploser. Elle savait déjà à l'époque que le plus grand danger n'était pas le conflit, c'était l'omission. Les gens comprennent souvent mal la vengeance. Ils pensent qu'elle doit être bruyante, punitive, définitive. Mais la vengeance la plus efficace ne détruit pas. Elle corrige. Elle ne crie pas. Elle documente. Une fois tout cela terminé, personne ne pouvait plus prétendre être confus. Personne ne pouvait plus prétendre ne pas savoir. Le dossier parlait de lui-même. Et cela suffisait. J'ai repris mon travail, mes réunions de commandement, mes responsabilités qui ne s'arrêtaient pas pour les drames familiaux. Personne là-bas ne me traitait différemment. Il ne l'avait jamais fait. Je me comportais de la même manière que toujours. Stable, précise, responsable. Mais quelque chose avait changé. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Je n'avais plus à me demander si j'avais ma place quelque part. La réponse était écrite. Parfois, tard dans la nuit, je repense à ce moment dans la salle d'audience. La voix du juge, la pause, le poids d'une seule question. Ignorez-vous vraiment qui elle est? Elle ne s'adressait pas seulement à un avocat, elle s'adressait à quiconque croit que le silence est égal à l'absence.
qu'une vie peut être effacée si on ne la raconte pas à voix haute. Ils avaient tort. Je n'avais pas besoin de hausser la voix. Je n'avais pas besoin de prendre plus que ce que je méritais. J'avais juste besoin que la vérité soit inscrite au dossier. Si vous écoutez ceci et que vous avez déjà été effacé d'une histoire qui aurait dû vous inclure, sachez ceci. Vous n'avez pas à crier pour être entendu. Vous n'avez pas à détruire pour gagner. Et vous n'avez pas à accepter la version de votre vie de quelqu'un d'autre juste parce qu'il l'a écrite le premier. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est d'attendre, de vous préparer et de parler une seule fois, clairement, quand cela compte. Parce que la justice n'arrive pas toujours avec du fracas. Parfois, elle arrive avec une correction. Si cette histoire a résonné en vous, prenez un moment pour réfléchir aux batailles silencieuses de votre propre vie, celles où la dignité comptait plus que les applaudissements. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ou à transmettre cette histoire à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires de retenue, de responsabilité et de justice bien rendue, pensez à vous abonner et à rester connecté. Merci de votre écoute.